C'est assez fascinant de voir comment parfois toute la structure d'une histoire peut tenir en seulement quelques lignes. Pas besoin de longs chapitres, ici on va voir qu'un cadre narratif complet, il est déjà là en 2 petits versets. Alors regardons ça de plus près. Alors voilà, on a le texte complet sous les yeux. Rien que ces 2 versets, ça pose une scène parfaite. On a une règle, on a un choix possible et on a une conséquence très claire. C'est d'une efficacité narrative redoutable, vraiment. Allez, on va décortiquer ça ensemble. La toute première partie de la phrase, elle pose immédiatement le décor. Qui parle et à qui. Et ça établit tout de suite la dynamique, le rapport de force si on veut. Ce qui est frappant, c'est à quel point cette relation est simple, elle est directe. D'un côté, on a l'autorité qui donne un ordre. De l'autre, celui qui le reçoit. Ce cadre, il est posé, et tout le reste va en découler. Maintenant, intéressons-nous à la première partie du commandement en lui-même. Et là, ce qui saute aux yeux, c'est sa générosité. Son ampleur est quasi totale. Il faut vraiment faire attention aux mots utilisés. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Le ton est celui d'une liberté quasi complète, d'une abondance qui semble sans fin. En gros, la règle de base, c'est la liberté. Et tout tourne autour de ce petit mot « tous ». C'est lui qui donne l'échelle de ce qui est permis. Il ne s'agit pas de certains arbres ou de la plupart, non, c'est tous. Ça ouvre un champ des possibles qui semble infini, un monde de générosité. Et pile au moment où on se dit que tout est permis, où ce sentiment de liberté totale est bien installé, le texte bascule. On arrive à la seule et unique limite. Et le mot qui fait tout basculer, le voilà. Mais. Ce petit mot, c'est une charnière. C'est lui qui change toute la donne, qui nous fait passer de la permission à l'interdiction. Regardez ce contraste, c'est ça qui est puissant. La permission, elle est immense, elle s'applique à tous les arbres. L'interdiction, elle est minuscule, singulière, elle ne concerne qu'un seul arbre. C'est cette tension entre l'immensité et le spécifique qui donne toute sa force au choix. Et l'interdiction, elle est d'une précision chirurgicale. Contrairement au flou de la permission, là, la limite est limpide. Il n'y a aucune ambiguïté, on sait exactement de quel arbre il s'agit. Bon, on arrive maintenant à la dernière pièce du puzzle. Le 3e et dernier élément de cette structure. C'est l'élément qui va donner tout son poids, toute sa gravité à ce choix. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est concrètement, qu'est-ce qui se passe si cette seule et unique règle est enfreinte? C'est quoi l'enjeu? Et la réponse, elle est directe. Pas de discussion possible. Et d'une gravité absolue. On ne peut pas faire plus clair. C'est l'enjeu final, l'enjeu ultime. Ce qu'on a là, c'est une chaîne de cause à effet qui est indestructible en fait. Il n'y a pas de peut-être, pas de condition. L'action, c'est manger. La conséquence, c'est mourir. C'est direct, inévitable. Une causalité parfaite. Donc, si on récapitule, on a vraiment les 3 piliers d'un choix qui a du sens. D'abord, une liberté quasi totale. Ensuite, une seule petite limite, très claire, qui vient définir cette liberté. Et enfin, une conséquence irrévocable, qui rend la décision si lourde de sens. Et tout ça, ça nous amène à une question de fond, une question qui résonne bien au-delà de ce passage. Finalement, est-ce qu'un choix peut vraiment exister s'il n'y a pas de conséquence derrière? Si on enlève la conséquence, est-ce que le choix a encore un sens? C'est une réflexion qui interroge sur ce que c'est vraiment que la liberté.